Une intersection, c'est quoi? Le changement de direction. Comment détecter l'intersection? Le regard, le régime de priorité, le franchissement d'une intersection, le panneau stop, le panneau céder le passage, le sens unique, le panneau double sens de circulation. Une intersection, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. On parle d'intersection lorsque deux ou plusieurs chaussées se croisent. Mais en pratique, ça donne quoi? Comment repère-t-on une intersection? Les deux chaussées qui se croisent ont normalement le même revêtement. En cas de différence de revêtement, goudron et terre par exemple, cela indique une intersection seulement en présence de balises d'intersection. Sans la dite présence, il s'agit d'une sortie de voie privée, de chemin champêtre, etc. De même, les chaussées se trouvent généralement au même niveau. Dans le cas d'une différence de niveau, on cherchera la présence d'un trottoir qui tourne. Il est bon ici de faire un petit rappel, histoire de rafraîchir les mémoires et de bien prendre conscience de l'importance de toutes ces informations. Statistiquement parlant, une mort sur deux survient dans une intersection. 90% des accidents mortels ont pour origine une infraction volontaire au code de la route. 70% des morts ne sont pas responsables de leur propre mort, ce sont les autres qui les tuent. Sachant que les autres représentent ainsi un danger, autant maîtriser au mieux notre propre véhicule en gardant toujours à l'esprit que pour les autres usagers, l'autre, et donc le danger, c'est nous. Petit rappel sur un point précis, en cas de changement de direction à l'intersection. Prenons ici l'exemple d'un changement de direction vers la gauche. Les manipulations se font dans cet ordre précis. 1. Contrôle à gauche. Il s'agit ici de contrôler ses rétroviseurs intérieurs, extérieurs, sans oublier l'angle mort. 2. Signaler par le clignotant notre intention de tourner. 3. Se placer côté gauche de la voie. Oui, tu as vu cet astérix. Il n'est pas là par hasard, nous allons y revenir plus tard. 4. Ralentir. 5. Rétrograder. C'est ici que l'astérix réapparaît pour détailler le placement sur la chaussée. Voici comment se placer pour tourner à gauche sur une voie à sens unique. À noter que l'on doit de manière générale se placer sur la voie la plus à droite possible. Et voici comment se placer pour tourner à gauche sur une voie à double sens. Plusieurs indices permettent de détecter une intersection bien avant de se trouver à son niveau. Commençons par la signalisation directe, c'est-à-dire celle qui indique clairement une intersection. Peut-être le plus évident pour commencer, le panneau intersection avec régime de priorité à droite. Le regard doit ici balayer l'intersection dans cet ordre. 1. Je regarde à gauche. 2. Je regarde en face. 3. Je regarde à droite. Pourquoi regarder dans cet ordre précis et pourquoi ne pas commencer par la droite puisque cette voie a priorité sur moi? Eh bien, dans un souci d'éliminer au maximum le danger, il s'agit ici de priorité de contrôle. En effet, les véhicules venant de la gauche sont les premiers susceptibles d'être dangereux pour moi puisque ce sont les premiers que je suis amené à croiser dans l'intersection. Viennent ensuite ceux venant d'en face et qui vont tourner devant moi, et enfin, ceux venant de la droite. Ainsi, même si la voie de droite est dans ce cas la seule prioritaire sur moi, elle est immédiatement la moins dangereuse et je la contrôle donc en dernier. Tout ceci est bien sûr valable à visibilité égale pour chaque chaussée de l'intersection. Il faut noter que dans cette intersection, toutes les chaussées pourront avoir un panneau priorité à droite. Cela ne veut pas dire que je devrais forcément céder le passage, mais que l'intersection est soumise à un régime de priorité à droite. Ainsi, les usagers arrivant d'autres chaussées trouveront le même panneau, comme sur ce schéma. S'il s'agit peut-être du plus classique, nombre d'autres éléments indiquent directement la présence imminente d'une intersection. Priorité ponctuelle,
Panneau route prioritaire, panneau stop, panneau céder le passage. Il est bon de préciser que ces panneaux ont une forme particulière pour être reconnus de dos. Panneau carrefour à sens giratoire, balise d'intersection hors agglomération, feu tricolore. Si je parle de signalisation directe, vous imaginez bien ce qui suit. La signalisation indirecte. En effet, même si ces éléments ne désignent pas directement une intersection, ils permettent néanmoins de la déceler puisqu'elle est toujours présente à côté. Parmi ces éléments, on trouve notamment panneau interdiction de tourner à gauche, à droite et sens interdit, panneau de direction, etc. Enfin, il existe des indices pour déceler les intersections qui ne sont pas signalisées. Parmi ceux-ci, rupture de trottoir, déclinable en rupture d'arbres, de bâtiments ou de stationnement. Présence d'une plaque de rue sur le côté. Attardons-nous un peu sur la rupture de trottoir pour bien comprendre la différence entre une rupture de trottoir et un bateau en agglomération. Un bateau n'est évidemment pas un navire échoué en ville. C'est ça. Il ne s'agit pas d'une intersection, mais bien d'une légère dépression du trottoir pour permettre au véhicule de rentrer dans son garage. Enfin, abordons les passages piétons. En effet, lorsqu'un passage piéton est présent, 9 fois sur 10, une intersection se trouve avant ou après, à gauche ou à droite du passage piéton, dans les 10 mètres. Le regard est un élément très important lorsqu'on se trouve au poste de conduite. Il doit toujours être mobile. En effet, le regard fixe est le pire ennemi du conducteur. Si l'on fixe un obstacle, 2 conséquences possibles. On se dirige droit dessus, ou on se dirige à l'extrême opposé. Dans les 2 cas, on ne maîtrise plus son véhicule et devient un danger. D'où l'importance de la mobilité du regard. Nos yeux sont ici comme un yo-yo qui fonctionne sans cesse. On le jette au loin pour prendre les informations à gauche puis à droite, puis il revient auprès, devant le véhicule et ainsi de suite. Que ce soit à gauche puis à droite, 2 zones sont importantes pour diriger son regard. Tout d'abord à gauche au sol pour déceler les marquages au sol, rupture de trottoir et autres indices signalant une intersection. Puis à 2 mètres de hauteur pour les panneaux en agglomération. De même, on effectue ces contrôles à droite au sol, puis à 2 mètres de hauteur. Ce balayage du bas vers le haut permet de déceler chaque indice et d'avoir en permanence toutes les informations, de localiser les piétons, etc. Aux abords d'une intersection, s'il n'y a pas de signalisation contraire, on suit le régime de priorité à droite. À noter qu'on parle de refus de priorité dès qu'un véhicule prioritaire doit modifier son allure et ou sa trajectoire. Parlons rapidement de la distance d'arrêt total et sortons la calculette de nos cerveaux. À noter que la distance d'arrêt total est composée du temps de réaction, c'est-à-dire le chiffre des dizaines de la vitesse multiplié par 3, plus la distance de freinage. Pour calculer une distance d'arrêt total, il faut prendre le chiffre des dizaines de notre vitesse et le multiplier par lui-même. Exemple, si l'on roule à 50 km/h, 5 x 5 égale 25 mètres pour s'arrêter totalement. Évidemment, lorsque l'on conduit, on ne sort pas la calculette pour déterminer cela. Mais il est toujours bon de savoir que dans notre exemple, pour une vitesse de 50 km/h, il nous faut 25 mètres, soit l'équivalent d'un bassin de piscine ou encore de 5 voitures de rang pour s'arrêter. Attention, en cas de chaussée humide, ce calcul est faussé puisque la distance de freinage est doublée. Dans notre exemple, la distance d'arrêt totale passe de 25 à 35 mètres à cause de la chaussée humide. Sachez enfin qu'au regard de l'arrondi des pneus d'une voiture, la surface cumulée des pneus en contact avec le sol correspond à la surface d'une feuille A4. Seule la surface d'une feuille A4 nous relie à la route. Imaginez pour une moto. Il y a une grosse nuance à apporter entre la théorie et la pratique. En effet,
Le code de la route nous dicte des conduites qui sont parfois inapplicables dans certaines situations pratiques précises. Ainsi, dans ce cas, je devrais m'arrêter ici, pour respecter le régime de priorité. Or, en pratique, nous faisons souvent face à cela. Le danger est donc de se faire couper la route. Ainsi, on s'arrêtera ici, protégé par le trottoir, afin de céder la priorité en toute sécurité. La conduite de nuit représente 10% du trafic et pourtant 50% des morts. En effet, la myopie nocturne contraint tout le monde à passer d'une visibilité de 10 sur 10 à 3 sur 10 sur chaque œil et s'accompagne d'une diminution du champ visuel, d'une perturbation du sens du relief, ainsi que d'un éblouissement. Pour franchir une intersection, les règles suivantes s'appliquent pour effectuer les contrôles. Tout d'abord, un contrôle arrière dès que l'intersection est détectée. Ainsi, comme nous l'avons déjà vu, l'ordre des impacts potentiels nous dicte cet ordre de contrôle. On gère ensuite son intersection en fonction de 2 critères, la priorité et la visibilité. 3 cas de figure sont ici possibles. 1. Si l'on est prioritaire avec une bonne visibilité et qu'il n'y a personne. On ne change rien, le franchissement est possible en 5e, hors agglomération évidemment. En agglomération, le franchissement se fait en 3e. 2. Si l'on est prioritaire avec une mauvaise visibilité. Franchir l'intersection avec le pied au-dessus du frein tant que l'absence de danger n'est pas acquise. Lorsque c'est acquis, on peut accélérer pour quitter la zone de danger, en 4e maximum hors agglomération et en 3e voire en 2e en agglomération selon notre vitesse initiale. De cette manière, le fait d'avoir le pied sur le frein permet de ralentir plus rapidement le véhicule et donc de se débarrasser plus rapidement du facteur vitesse qui déclenche et surtout aggrave les conséquences d'un accident. En cas de surprise, le réflexe sera d'appuyer sur le frein et non sur l'accélérateur, donc d'éviter d'augmenter le choc de l'impact. 3. Pas prioritaire. Il faut adapter son allure à sa visibilité. Ainsi, si l'on voit à 20 mètres dans l'intersection, alors 20 km/h. Si l'on voit à 2 mètres, alors 2 km/h, etc. Sans oublier la reprise première. Même si nous l'avons déjà cité, revenons sur le panneau stop. Il matérialise un arrêt obligatoire et se différencie du céder le passage par la dangerosité de l'intersection. En effet, si l'arrêt est imposé, c'est justement pour contrer le danger présenté par l'intersection. Il permet par exemple d'éliminer le danger créé par la tache de Mariotte, phénomène d'optique aussi appelé tache aveugle. La tache aveugle, qu'est-ce que c'est ? La tache aveugle correspond à la partie de la rétine où s'insère le nerf optique qui relaye les influx nerveux jusqu'au cortex cérébral, ainsi que les vaisseaux sanguins arrivant à l'œil et quittant l'œil. Dans la pratique, il s'agit donc d'une petite portion de la rétine qui est dépourvue de photorécepteurs et qui est ainsi complètement aveugle. C'est le seul point de la rétine qui ne voit pas. Ainsi, c'est une tache dans le champ visuel où les objets ne sont pas vus. Pourquoi cela ne nous gêne pas en pratique ? Car le croisement de nos 2 yeux permet de couvrir un large champ de vision et donc de tout voir. Avec un seul œil, on est soumis au problème de la tache aveugle. Pour comprendre, réalisons cette expérience très simple. Fermez l'œil droit et fixez le carré. Approchez-vous près de l'écran. À un moment donné, le rond va disparaître. Ce que vous voyez à la place est un vide que votre cerveau a rempli comme un logiciel informatique. Un exemple simple. Vous vous trouvez sur une route de campagne, au milieu des champs, et vous arrivez à une intersection. Vous vous arrêtez, vous regardez à gauche, puis à droite, et vous redémarrez. Si dans cet exemple un obstacle nous bloque partiellement la vue, comme un panneau, un arbre, etc., on se retrouve borgne
est donc soumis à la problématique de la tâche de Mariotte. Si au moment où vous avez tourné la tête, un véhicule arrivait justement à l'endroit de votre tâche de Mariotte, votre cerveau a rempli la zone aveugle. Si un cycliste se trouve dans la tâche aveugle à ce moment-là, il se trouvera dans notre pare-choc l'instant d'après. Le stop indique donc un panneau qui nous force à céder la priorité aux autres. Dans le cas où il y a plusieurs panneaux stop à l'intersection, l'ordre d'arrivée prime. Et dans le cas d'une arrivée simultanée, on se pose la question de qui coupe la route à qui pour savoir qui passe d'abord en appliquant toujours le régime de priorité à droite. Première étape. Arrêt au marquage en deuxième, car si on passe en première, on risque de glisser son stop. En présence d'un véhicule devant, s'arrêter de façon à voir les pneus arrière du véhicule sans oublier de se réarrêter soi-même au stop. Deuxième étape. Enclencher la première en restant toujours à l'arrêt. Troisième étape. C'est seulement ici qu'arrive le moment de la prise d'information. Il est très important de respecter cet ordre, car si on effectue la prise d'information en première position, l'erreur naturelle est de faire une reprise première et glisser le stop. Tandis que si l'on s'arrête en deuxième et qu'on prend l'information directement ensuite, l'erreur naturelle est de se précipiter pour redémarrer et d'oublier la deuxième, et donc caler en pleine intersection. Il existe encore d'autres cas particuliers indiqués par ces schémas. Ce premier schéma nous détaille le cas particulier suivant. Si un obstacle immobile nous cache la visibilité à droite, il faut tout d'abord marquer l'arrêt au stop, puis marquer un second arrêt lorsque la visibilité est retrouvée en position 2. Ce second schéma montre une situation piégeuse pour les conducteurs expérimentés. Se trouvant dans ce cas et voulant tourner à droite, le conducteur expérimenté va effectuer ses contrôles à gauche et en face, mais aura tendance à passer outre la droite et à s'engager directement, sans prendre compte d'un risque existant. Et si un véhicule se trouve sur cette voie en train de réaliser un dépassement, il finit dans mon pare-choc. Les étapes détaillées précédemment sont ainsi prépondérantes. Si ce n'est la nuance apportée tout à l'heure, ce panneau possède de grands points communs avec le stop au niveau du comportement que l'on doit adopter. Ainsi, il indique une priorité aux autres. Dans le cas où plusieurs cédés le passage sont présents, on regardera l'ordre d'arrivée et si l'arrivée est simultanée, on se pose la question qui coupe la route. On se place et s'arrête par rapport au marquage au sol. Cependant, on ne s'arrête que si c'est nécessaire, toujours en adaptant son allure à la visibilité. Pour détecter un sens unique, le premier indice est évidemment le panneau de sens unique. Si ce panneau est absent, comment détecter un sens unique ? Plusieurs éléments nous indiquent à coup sûr un sens unique. Ainsi, si la signalisation qui nous fait face se trouve des deux côtés de la chaussée, nous sommes forcément dans un sens unique. De même, si la signalisation qui nous fait face se trouve uniquement du côté gauche, nous sommes dans un sens unique. À noter que le sens des véhicules stationnés ne constitue uniquement qu'un début d'indice. Sur le schéma suivant, nous nous trouvons à un stop sur une voie à double sens de circulation. Si je veux tourner à gauche, le positionnement correct par rapport à la ligne de stop est ici. Si je vais en face, ici. Et si je vais à droite, dans cette position. Pour le cas d'un stop dans une voie à sens unique, je me place ici pour aller à gauche, ici pour aller en face, et ici pour tourner à droite. Attention tout d'abord à ne pas le confondre avec celui-ci, qui indique un régime de priorité. C'est un panneau de position, c'est-à-dire qu'à partir du panneau, ce qu'il indique commence. En effet, dans ce schéma, je me trouve sur une chaussée à sens unique qui devient à double sens de circulation à partir d'ici, c'est-à-dire la position
du panneau. Ainsi, si je veux tourner à droite, je me place ici. Si je veux tourner à gauche, l'erreur classique serait de se placer ici. Alors que je dois emprunter la voie du milieu. En effet, il faut toujours se placer le plus à droite possible. Dans ce cas, le plus à droite de la gauche. Certaines situations imposent un croisement difficile. Par exemple, dans le cas d'une rue étroite ou d'un croisement avec un poids lourd, ne pas hésiter à diminuer son allure et à rétrograder pour récupérer sa vision latérale. En effet, plus on va vite, moins on a de vision latérale. Jusqu'à 20 km/h, on a un champ de vision de 180 degrés. À 40 km/h, la largeur du champ de vision exploitable par l'homme est de 100 degrés. À 70 km/h, il n'est plus que de 75 degrés. À 100 km/h, 45 degrés. Et à 130 km/h, la largeur du champ de vision exploitable par l'homme n'est plus que de 30 degrés. D'où l'intérêt de ralentir et de rétrograder en deuxième, voire de reprendre en première, et dans les cas extrêmes de s'arrêter pour laisser l'autre usager manœuvrer. Lors de la présence de véhicules stationnés sur la droite, les principaux risques sont de heurter les rétroviseurs, mais surtout de faire face à une ouverture de portière et de l'arracher ainsi que le bras qui la tient. Autre risque potentiel, les enfants qui sortent entre deux véhicules stationnés. Dans tous ces cas, et si aucun autre usager n'arrive en face, ne pas hésiter à se déporter sur le côté gauche de notre voie pour éviter ces risques. Puis, reprendre ma position sur ma voie dès qu'il n'y a plus de véhicules stationnés sur la droite. Attention, en cas de présence d'autres usagers arrivant en face, ralentir pour récupérer une partie de son champ de vision et reprendre sa place normale sur la voie. Avec toutes ces informations, vous êtes à présent armé pour faire face à toutes les intersections. Bonne route!